J'ai le plaisir de vous retrouver ce soir pour écouter Thierry Pacaud qui est devant nous. Thierry Pacaud qui est professeur émérite donc à l'Institut d'urbanisme de Paris et philosophe de l'urbain. On assiste ici à sa troisième conférence, donc la troisième conférence de la chaire Francky, qui est intitulée Habiter. Alors dans cette intervention, le professeur Thierry Pacaud va revenir en fait sur le sens de ce mot, justement, habiter, à partir notamment alors d'un deux premières conférences furent respectivement Bâtir, habiter, penser, qui est publié en 1951, mais également à partir d'autres philosophes comme Maurice Merleau-Ponty, Lévinas, Maldinet ou Ivan Illich, qui lui tient particulièrement à cœur, je pense. Alors cette troisième conférence, elle s'inscrit dans un cycle qui a débuté alors il y a maintenant plus d'un an, mais qui a malheureusement été interrompu par cette pandémie qu'on subit tous. Donc les deux premières conférences furent respectivement intitulées Une terre urbaine sans ville et la deuxième L'écologie comme méthode. J'invite tous ceux en fait qui n'auraient pas eu la chance d'y assister à se rendre sur le site de l'UMONS ou sur YouTube pour pouvoir les visionner. Alors, je profite encore de cette très brève introduction, vous l'avez compris, j'aurai bientôt fini, pour vous rappeler que jeudi prochain, donc le 29 avril, nous aurons le plaisir d'écouter Thierry Pacaud sur la topophilie, donc à partir cette fois d'un autre grand philosophe, connu notamment dans le champ de la philosophie des sciences, Gaston Bachelard. Il se demandera en quoi peut consister justement ce qu'on appelle l'amitié pour le lieu, pour nous montrer que peut-être, à l'heure du numérique, etc., ce souci pour le lieu, il pourrait bien être émancipateur. Alors la dernière conférence, elle aura lieu le 6 mai, donc j'insiste, faites attention, c'est pas dans 15 jours, le 6 mai, elle sera intitulée L'ami livre et Thierry Pacaud reviendra, enfin j'imagine, sur quelques-uns des ouvrages de sa bibliothèque qui ont marqué justement son parcours philosophique et qui sont plus largement en fait susceptibles de nourrir notre réflexion sur l'architecture et sur l'urbanisme. Alors, avant de céder la parole au professeur Thierry Pacaud, je souhaiterais revenir sur quelques détails, cette fois d'ordre technique. Donc, la conférence va durer environ 1 heure, après quoi on disposera d'un temps de débat, de discussion, ou en un mot d'un temps d'échange, si vous voulez. Alors, je vais vous demander, pour le confort d'écoute de tous, de bien vouloir couper vos micros, d'accord, c'est comme les jeux SM au théâtre, afin d'éviter justement les bruits de fond, les interférences, voire les échos possibles. Alors, je vous remercierai également de ne pas, si possible, utiliser le forum avant la fin de la conférence, parce que les messages, en tout cas sur mon ordinateur, sont chaque fois signalés par un son qui est susceptible de déranger l'auditoire, même s'il est virtuel. Alors, je remercie encore une fois le professeur Thierry Pacaud pour sa présence parmi nous. On aurait rêvé de le voir en vrai, mais on est déjà très content de pouvoir assister à cette conférence à distance. Donc, merci Thierry, et je te laisse immédiatement la parole, c'est à toi. Merci beaucoup, Damien. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, effectivement, on commence à s'y faire, à la visio quelque chose, mais ça ne vaut pas évidemment l'échange en présence, en vrai, comme tu dis. Alors, voilà, j'ai intitulé cette conférence Habiter parce que j'ai constaté que depuis quelques années, ce verbe figure dans de très nombreux titres d'ouvrages, et je vais en citer quelques-uns que vous connaissez certainement: Habiter la terre, le matériau, j'entends, qui vient de sortir récemment, Habiter un oiseau, qui est dû à une philosophe de Liège, à Vinciane Després, Habiter la ruralité, habiter le paysage, etc., etc. Alors cela me réjouit bien sûr parce que, comme je vais vous le raconter, je travaille sur ce sujet depuis très longtemps, mais en même temps me rend un peu perplexe, car en se généralisant et en se banalisant, je crains que ce verbe perde une partie de son âme, si je peux dire. Et c'est valable pour plein d'autres termes, évidemment, au point où parfois même on n'ose plus les utiliser parce qu'ils ont été galvaudés. Je pense à résilience maintenant, qui est un terme qui veut tout dire et rien dire, le mot utopie aussi, enfin, etc., etc. Donc c'est ce que Ivan Illich, que j'ai eu la chance de très bien connaître, m'invitait toujours à noter sur un petit carnet ce qu'il appelait les mots toxiques, c'est-à-dire les termes qu'on ne voulait plus utiliser pour justement essayer de chercher le juste terme, celui qui correspondait au mieux à notre sentiment ou à notre perception d'une situation, ou bien à la formulation d'une théorie. Et donc c'est au début des années 90 que j'ai traité de ce thème d'habiter dans le cadre de l'école d'architecture où j'enseignais à l'époque et où j'essayais difficilement de créer finalement une philosophie appliquée à l'architecture.
Et je distribuais pour ça le texte dont a parlé Damien tout à l'heure dans sa présentation, le texte de Martin Heidegger. C'est un texte d'une conférence de 1951 donnée à Darmstadt lors d'un colloque sur l'homme et l'espace, où il y avait des architectes, où il y avait des psychologues, où il y avait des géographes, etc. Et puis un philosophe controversé, évidemment. Nous sommes en 1951. Et un philosophe qui n'y allait pas du dos de la cuillère, puisque il dit dans sa conférence, alors que nous sommes 5, 6 ans après la fin de la guerre, dans une Allemagne qui a eu des villes entièrement détruites, parfois détruites à 80% ou 90% par les bombardements alliés, et bien souvent du reste de manière inutile d'un point de vue guerrier, puisque l'Allemagne avait capitulé. Et puis, il y avait une crise du logement terrible. On réquisitionnait les logements, on obligeait les gens ayant des grands appartements à les partager avec d'autres. Il y avait aussi des campements de toiles. Il y avait toute une série comme ça de logements d'urgence. Et Heidegger conclut sa conférence en disant qu'il n'y a pas une crise du logement, ce qui est quand même un peu gonflé à l'époque, évidemment, pour ce public-là, qui avait certainement du mal à se loger. Il n'y a pas une crise du logement, dit-il, il y a une crise de l'habitation, avec un H majuscule, et il précise que cette crise de l'habitation est beaucoup plus ancienne que la fin de la guerre, qu'elle date, vraisemblablement, il ne donne pas de date, mais on pourrait dire qu'elle date de la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire en fait au moment où se constitue le productivisme et où va se généraliser la mécanisation des tâches, aussi bien dans les champs que dans les manufactures. Donc c'est certainement avec l'arrivée de ce que l'on appelait à l'époque la révolution industrielle qu'il y avait le début de ce que lui nomme la crise de l'habitation. Et évidemment, comme je voulais bien faire comprendre ce texte-là qui s'intitule « Bâtir, habiter, penser » sans virgule entre les verbes. C'est comme ça que je vois si les gens l'ont lu ou pas lu, parce que Heidegger prend les 3 verbes comme 3 activités fondamentales de l'être humain ensemble, et non pas séparés et hiérarchisés entre eux. D'abord habiter, d'abord bâtir, ensuite habiter, penser. Non, non, non. Il les attrape tous les 3 parce que il se trouve qu'en langue allemande, il y a une parenté étymologique qui n'existe pas, évidemment, en français. Quand on dit bâtir, habiter, penser, vous avez beau les tordre dans tous les sens, vous ne trouverez pas de parenté entre ces différents verbes. Et donc, j'ai évidemment discuté de ce texte d'année en année, et finalement, je me suis aperçu en préparant cette conférence que j'avais dû le décortiquer et le présenter plus d'une 50aine de fois, et à chaque fois, eh bien, je suis tenté de souligner un autre verbe, de cocher dans la marge du texte au point où maintenant il est illisible, évidemment. Donc il faut que je reprenne un texte, une photocopie propre, si je veux me risquer à revenir sur cet article, qui est excessivement important. Et je tiens tout de suite à mentionner cet aspect qui mérite de l'être, c'est évidemment la contestation de la pensée de Heidegger qui s'est manifestée dès la fin de la guerre, du reste, hein, dans la revue critique. Alexandre Koyré critiquait les prises de position politiques de Heidegger et dès également 1945-46, dans la revue des temps modernes, par exemple, il y avait déjà des textes très critiques. Ça a été réactivé par la suite et c'est maintenant totalement entretenu, évidemment. Au point où, lors d'une conférence sur habiter à partir de l'étude du langage heideggerien à La Roche-sur-Yon, eh bien, j'ai été interpellé dès le début par une auditrice qui était offusquée et est partie en disant c'est un scandale de citer un raciste, un antisémite, un salopard comme Martin Heidegger. Alors, je dis ça maintenant parce qu'il se trouve que je ne suis pas dupe, évidemment, je connais très très bien le dossier de la critique politique de Heidegger, je connais également assez bien certains de ses textes, et donc je tiens tout de suite à préciser que il faut évidemment faire la part des choses, bien sûr, et je pourrais
condamner ou exclure de ma bibliothèque, dont je parlerai le 6 mai, un certain nombre d'auteurs, parce que les uns, comme Platon par exemple, ou Aristote, n'ont jamais condamné l'esclavage. Alors on pourrait dire, bon, bah, ils sont douteux, ils sont même tout à fait critiquables. Ou bien alors on pourrait dire, voilà, Voltaire s'est enrichi, paraît-il, avec le commerce négrier. Non. Alors je crois qu'il faut distinguer, évidemment en les associant bien sûr, la vie d'un individu et son œuvre, et essayer de percevoir dans celle-ci ce qui pourrait correspondre à une dérive qui serait une dérive fascisante pour Heidegger, ce que je ne crois pas. Alors, je ne veux pas l'innocenter non plus, il y a des propos évidemment antisémites, explicitement, comme ça l'était dans des tas d'auteurs qu'on continue à... Thierry, il y a un problème de son, je pense. Ton micro est coupé. Ah oui. Ouais. Bon, ben alors ça s'est fait tout seul. Donc, il faut que je reprenne ou pas? Non, c'était pas très important. Donc voilà. Et à chaque fois que je présentais ce texte dans cette école d'architectes à des promotions successives, j'essayais évidemment, pour que ce soit plus parlant pour eux, de trouver des exemples pris dans la pensée architecturale ou dans des réalisations architecturales. Mais avant de parler d'architecture à mes étudiants à partir du texte de Heidegger, eh bien, je commençais bien sûr par définir ce terme tel que les dictionnaristes le font dans la langue française. Et donc, le mot habiter, le verbe habiter en français vient du latin habitare, qui signifie avoir souvent. Cette idée d'avoir souvent, on le retrouve dans un dérivé du verbe habitare qui est habitudo, qui va donner habitude en français. Et habitude, c'est effectivement la répétition de quelque chose qu'on fait souvent, voilà, tout simplement. Et donc, habitare, c'est avoir souvent, mais c'est aussi demeurer. Mais demeurer, non pas dans le sens d'avoir une demeure, c'est-à-dire une maison, mais de demeurer dans le sens d'être en accord avec soi-même. Dans l'expression très populaire que vous connaissez certainement, elle existe aussi en Belgique, un péril, il y a péril dans la demeure, c'est pas il y a péril dans la maison dans laquelle on résiderait, c'est qu'il y a péril à rester dans la même situation. Alors, vous voyez, déjà, le sens du terme est très, très important. Et de la même manière, du reste, on retrouvera, par exemple, dans les dérivés de l'habitare, on aura habitatio, qui donne habitation, bien sûr, mais on aura aussi habituari. Habituari, c'est avoir telle manière d'être. Et ça va donner en français le verbe habiller et le mot habit. Et dans l'adage populaire, l'habit ne fait pas le moine, il ne s'agit pas d'utiliser les vêtements d'un religieux, d'un moine, mais il s'agit d'adopter sa tenue. Donc, vous voyez, c'est bien sa manière d'être. Alors je reviens à habiter. À partir du XIe siècle, le mot commence à désigner peupler. On dit au moment des croisades, on va peupler telle contrée de la Palestine, c'est-à-dire qu'on va y installer des gens, ce qu'on appellera plus tard la colonisation, mais le fait de peupler a aussi une connotation qui évoque le coït, l'acte sexuel, et dans le latin ecclésiastique du Moyen Âge, habiter signifie précisément coïter. Et du reste, ça n'a pas échappé à Émile Littré, le célèbre dictionnariste qui était un helléniste, hein, comme vous le savez, c'est lui qui traduit Hippocrate en français. Eh bien, il rappelle que dans la mythologie grecque, Apollon était tellement épris, stupéfait par la beauté de sa mère, qu'il habita en elle. Je vous laisse évidemment deviner la suite. Alors, ce mot habiter, vous voyez, a toute une évolution de sens et jamais, même dans les dictionnaires les plus récents, il n'est synonyme de loger. Donc, il y a bien quelque chose d'autre derrière ce terme. De la même manière, du reste, que habitation est un terme qui va donner
habiteurs et habiteuses qui vont disparaître de la langue française à la fin du XIXe siècle seulement, pour être remplacés par habitants et habitantes. Et puis il y a un mot qui appartient non pas du coup à cette même nébuleuse de termes liés à habitare, c'est le mot habitat, dont on parle beaucoup évidemment, et pas seulement dans les écoles d'architecture. Eh bien, ce terme habitat en français n'arrive dans les dictionnaires qu'au début du XIXe siècle, en 1806-1808, disent ces dictionnaristes. Ils repèrent la première occurrence à ce moment-là dans le vocabulaire des botanistes, puis dans le vocabulaire des zoologues. Et évidemment, lorsque le mot éthologue et éthologie est inventé au milieu du XIXe siècle par Geoffroy Saint-Hilaire, à ce moment-là, évidemment, le mot habitat, comme le mot territoire, comme le mot acclimatation, comme le mot colonisation, comme le mot individu, comme le mot société, sont des termes de la botanique et de la zoologie qui pénétreront le vocabulaire des sciences humaines et sociales bien plus tard. Alors, on peut en faire l'historique, hein, bien sûr. Le mot habitat, par exemple, on le trouve, le mot territoire, on le trouve dans l'ouvrage d'Eugenius Warming qui s'appelle L'écologie des plantes, qui est publié en 1895, qui est traduit aussitôt en allemand et en Allemagne, c'est-à-dire à Strasbourg à cette époque-là. Il y a un étudiant américain qui va le lire. Cet étudiant américain s'appelle Robert Park, et lorsqu'il fondera l'écologie humaine dans l'université de Chicago en 1915, évidemment, il fera migrer ce terme de la botanique dans le langage de son anthropologie urbaine à lui. Et c'est très intéressant à noter cette circulation des mots parce que aujourd'hui encore, on parle d'habitat et de territoire pour les animaux et pour les plantes. L'habitat d'une plante, c'est le lieu propice à sa production et à sa reproduction. C'est pareil pour les animaux. On appellera ça plus tard la niche environnementale. Et le mot habitat rentrera dans le vocabulaire des aménageurs et des élus et des promoteurs immobiliers pour désigner finalement la maison ou le logement et ses alentours à partir seulement de l'entre-deux-guerres, donc au milieu à peu près, au premier tiers pardon, du XXe siècle. Donc voilà, donc il faut suivre l'évolution de ces mots, ce qui est évidemment pour moi décisif. Alors, Heidegger donc fait cette conférence en 1951. Le verbe habiter à l'époque en français n'est pas très peu fréquent, et il commence à arriver porté par Heidegger lui-même, c'est-à-dire que c'est en référence à ce texte-là ou à d'autres textes où Heidegger l'utilise que des penseurs français vont l'adopter dans leurs propres écrits. Un des premiers que j'ai repéré dans la généalogie du mot habiter dans la pensée française, eh bien, c'est un géographe très méconnu. Lorsque, du moins, il était méconnu de moi, soyons honnêtes, lorsque j'achète ce livre, je vais vous dire lequel, évidemment, j'achète L'homme et la terre, parce que le titre me plaisait, c'est un livre de 1952, et l'auteur m'était inconnu, il s'appelle Éric Dardel, et il est géographe. Il avait publié quelques années auparavant, en 1946, pardon, l'histoire science du concret. C'est deux tout petits livres, mais d'une très grande densité et magnifiquement écrits. Et donc, je me renseigne sur ce Éric Dardel. Il est né en 1899, il va mourir en 1967. C'est un géographe qui abandonnera la recherche et l'enseignement de la géographie pour devenir le proviseur d'un lycée expérimental à Montmorency. C'est dommage, du reste, pour la pensée géographique. Et je pense qu'il n'était pas à l'aise parce qu'il était dans un contexte à l'époque, je dis ça pour les plus jeunes des auditeurs qui ne peuvent pas l'imaginer, du reste, à quel point la géographie française de l'après-Seconde Guerre mondiale est totalement phagocytée par le Parti communiste français. Et donc, l'auteur le plus cité pour défendre un point de vue géographique, c'est Marx, Staline, Lénine, des gens comme ça. Donc, forcément, Éric Dardel ne s'y retrouvait pas. Mais pour la petite histoire qui a son importance, Éric Dardel a comme beau-frère Henri Corbin
Henri Corbin, qui va devenir le grand spécialiste du soufisme iranien, perse, qui traduira du farsi, évidemment, de très nombreux textes, comme il en traduira d'autres du grec et du latin. Et Henri Corbin, à cette époque-là, dans l'entre-deux-guerres, sera même certainement le premier Français à traduire un texte de Martin Heidegger de l'allemand en français. Et donc j'imagine, je subodore qu'au rayon de famille, ah ben qu'est-ce que tu fais Henri, dit Eric, ah ben je traduis Heidegger, ah bon, qui sait, bah, tu devrais le lire, c'est intéressant, etc. Bon, et voilà, et ça se fait comme ça, c'est pas quand on lit Éric Dardel, on voit bien qu'il n'a pas fait une étude spécifique sur Heidegger, c'est un peu comme ça, il a attrapé les choses qui lui ont tout de suite parlé et qu'il a intégré à sa réflexion géographique. Dans L'Homme et la Terre, il écrit « Habiter une terre, c'est d'abord se confier par le sommeil à ce qui est, pour ainsi dire, au-dessous de nous, base où se replie notre subjectivité. Exister, c'est pour nous partir de là, de ce qui est plus profond que notre conscience, de ce fondamental, pour détacher dans le monde environnant les objets auxquels se porteront nos soins et nos projets. » Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire. Je poursuis. Ce n'est pas l'homme qui se fait une idée de l'espace, c'est l'espace qui vient à sa rencontre et l'appelle. Il n'existe que dans cette actualisation, dans ce mouvement de se présenter. Alors là, tout à l'heure, quand je viendrai à disséquer deux, trois formules de Heidegger, je reviendrai évidemment sur ce propos d'Éric Dardel. Mais pour vous faire encore plus apprécier, vous donner l'envie de lire L'Homme et la Terre, je ferai cette ultime citation, qui est très belle, vous allez voir. Il y a dans le paysage un visage, un regard, une écoute, comme une attente ou une souvenance. Toute spatialisation géographique, parce qu'elle est concrète et qu'elle actualise l'homme lui-même en son existence, parce qu'en elle, l'homme se dépasse et s'échappe, comporte aussi une temporalisation, un historial, un événement. Alors là c'est presque le point de départ de ma réflexion de la semaine prochaine sur la topo-analyse, puisque j'expliquerai comment on ne peut plus penser une inscription territoriale sans penser son inscription temporelle. Et là, Éric Dardel le laisse entendre, il y a une sorte d'articulation entre nos territorialités, nos temporalités, qui constituent précisément notre géographie affective, notre géographie émotionnelle, notre géographie sentimentale. Et pour lui, évidemment, ça relève de l'habileté. Donc, on a un auteur qui, à l'époque, est très marginal. Il a été redécouvert d'abord en Italie. C'est aussi quand on fait la géohistoire des cités, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon je dépasserai largement mon heure. Éric Dardel est redécouvert d'abord par des penseurs italiens dans les années 80, et puis au Canada, par des Québécois qui l'avaient vu en Italie. Et donc tout d'un coup, ça revient ensuite en France, où maintenant on l'a réédité, et puis il y a eu des colloques, des études sur lui. Bon, on sait beaucoup plus de choses. Donc voilà. Mais il n'a pas été compris à son époque parce qu'il n'était pas en correspondance, si vous voulez, avec l'ère du temps. L'ère du temps était, en géographie, je précise, marquée fondamentalement par un certain marxisme soviétique, disons-le franchement. Alors, voilà, c'est un coup manqué. Qui d'autre va relever cette réflexion heideggerienne pour essayer de l'utiliser? Eh bien, c'est une psychologue. Voilà. Donc ça, c'est assez étonnant. C'est une psychologue qui s'appelle Jacqueline Palmade, qui va, dès 1960, se préoccuper de cette notion d'habiter à partir de sa réflexion sur le logement. En fait, c'est une époque, 1960, où on commence, où l'État français commence à distribuer de l'argent pour des études d'urbanisme. Donc ça, c'est tout à fait nouveau, c'est important à avoir en tête, parce que c'est à cause de cette manne qu'un philosophe qui travaillait sur le marxisme d'une part et sur le monde rural de l'autre, qui s'appelle Henri Lefebvre,
va se mettre à travailler sur l'urbain. Vous voyez, donc c'est une sorte il faut faire cette historique aussi pour comprendre pourquoi ce gars change de thème d'études. Il change de thème d'études parce qu'il y a une opportunité d'argent qui arrive comme ça pour des études, et donc il va distribuer cet argent à ses étudiants, d'abord de l'université de Strasbourg, puis quand il sera nommé à Nanterre, quand Nanterre sera créé en 64, il sera nommé en 65, eh bien il le donnera à ses étudiants ou à ses collaborateurs. Je pense à ses deux premiers assistants, qui s'appellent Jean Baudrillard, qui est un germaniste, et puis Hubert Tonka, qui est un architecte. Bon, eh bien, ils vont bénéficier de cette étude, ainsi que Henri Raymond, un sociologue, qui va monter une équipe de recherche sur le logement, sur le pavillonnaire, qui fera date, et c'est Henri Lefebvre, évidemment, qui préfacera cette étude sur le pavillonnaire, et dans cette préface, il fera référence à la conférence de Martin Heidegger. J'ai appris beaucoup plus tardivement que c'est Costas Axelos lui-même qui m'a raconté ça, que c'est lui qui avait dit à Henri Lefebvre: ah, mais tu devrais lire Bâtir, habiter, penser, c'est super. Et Henri Lefebvre ne l'avait pas lu, il l'avait pas lu en allemand, mais il ne l'avait pas encore lu en français, alors que la traduction est parue en 1958. Mais voilà comment circulent aussi, vous voyez, des idées. Je dis ça parce que euh, chacune et chacun ici présent le sait, la connaissance, mais pas seulement la connaissance, notre humanité d'humain résulte bien souvent de rencontres. La vie est faite de rencontres. Et donc, du coup, c'est important de savoir qui va souffler ou murmurer à l'oreille d'un autre tel auteur ou telle thématique qui, finalement, sans savoir, peut-être que ça va déclencher toute une réflexion. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure d'un architecte qui va pas très bien interpréter Heidegger, mais c'est pas grave, qui va s'en nourrir tellement qu'il va remettre en cause tout ce qu'il a bâti jusqu'à présent et toute sa manière de penser l'architecture en disant je peux plus faire comme j'ai fait avant. Hein. Mais avant d'en arriver à lui, je reviens à Jacqueline Palma. Donc c'est une psychologue, et cette psychologue va expliquer dans sa thèse Système symbolique et idéologique de l'habité, elle explique qu'il était temps de remettre en cause les critères, pratiquement tous économiques finalement, qui allaient participer à l'économie du logement. L'économie du logement, c'était le coût du terrain, le coût de la construction, le coût du second œuvre, c'était le loyer, c'était l'hypothèque, c'était le retour sur investissement. Enfin, vous voyez, on attrapait la question du logement à cette époque-là exclusivement par la question économique. Et elle dit non, non, le logement n'est pas une marchandise comme une autre. Ça va peut-être le devenir, mais pour elle, en tant que psychologue, elle s'apercevait qu'il y avait une interrelation entre le bien-être d'une personne, son humeur, son comportement, et puis ce qu'on pourrait appeler l'habitabilité du logement, l'habitabilité aussi du quartier, l'habitabilité du lieu. Et donc là, elle s'est dit, on ne peut pas éduquer, former des architectes, des urbanistes, etc., avec simplement des critères quantitatifs, voilà, qui vont plaire aux statisticiens des ministères, mais pas aux habitants. Les habitants, eux, ils ne savent pas toujours exprimer le pourquoi de leur satisfaction ou de leur mécontentement. Alors il faut essayer, quand on est psychologue et qu'on travaille avec des habitants, qu'on enquête avec eux, il faut essayer, en les écoutant, de formuler ce qu'ils n'arrivent pas à dire. Je crois que c'est encore le cas. Je crois que c'est encore le cas. Et je crois que toutes les parfois sympathiques, hein, toutes les velléités de participation des habitants butent sur cette difficulté. Comment entendre ce qui n'est pas formulé? Et comment, à son tour, parce qu'on est les animateurs du groupe, comment réussir justement à dire ce qui est tu ou ce qui est informulable? C'est ça, la difficulté de la participation. La participation, ce n'est pas simplement réunir dans l'annexe de la mairie, voilà, 30 ou 40 personnes pour leur dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire là, il y a un petit square mal foutu, qui est devenu un parking un peu spontané et clandestin, comment on va devoir le réaménager? Déjà, le vocabulaire, vous voyez, dans le texte de Heidegger, qui est un texte très important,
Eh bien, Martin Heidegger explique en quoi il faut passer de l'aménagement au ménagement. En 1951, le ménagement, ça vient du verbe ménager, qui signifie prendre soin. Alors, c'est ce qu'il faut faire quand on est un architecte, un urbaniste, un élu qui prend en main, j'allais dire, la typomorphologie des lieux de ses concitoyens. Comment les ménager? Et évidemment, là, tout de suite, on arrivera à quelque chose qui est peut-être un peu banal maintenant, mais qui, et encore, ça dépend dans quel milieu professionnel, qui est la reconnaissance que toute activité architecturale, urbanistique, paysagère doit être dans le cas par cas, dans le sur-mesure et dans le faire avec. On n'en est pas encore là. Hein. Moi, je suis parfois, non pas consulté, mais invité à discuter dans des débats comme ça avec des élus, à la municipalité de Paris, par exemple. Je m'aperçois à quel point, non, on cherche, par exemple, dans le mobilier urbain, une réponse sur catalogue. Voilà, le cas par cas, le sur-mesure, non, c'est trop coûteux, c'est trop long, c'est pas dans les pratiques professionnelles, hein, bien sûr. Et le faire avec, alors là, c'est encore une autre paire de manches. Donc, Jacqueline Palmade, elle va nourrir toute une série de jeunes collaborateurs comme Michel Conan, Françoise Lugassi, Bernard Salignon, des gens comme ça. C'est des noms qui vous disent peut-être rien, mais qui ont compté pendant au moins une vingtaine d'années dans les instances de la recherche urbaine et architecturale en France. Parce que c'est eux qui dirigeaient les programmes, c'est eux qui distribuaient l'argent, donc qui sélectionnaient les équipes. Et de certaine façon, on ne peut pas faire l'histoire d'une discipline comme l'urbanisme ou l'architecture sans regarder évidemment qui finance qui et qui finance quoi, hein, et pour quel résultat, évidemment. Alors, au même moment, il y a un jeune architecte, il est né en 1943, on est en 1965, 65-66 aux Beaux-Arts. Les Beaux-Arts existent encore en France, c'est mai 68 qui va supprimer les Beaux-Arts, faire éclater les Beaux-Arts en un certain nombre d'unités pédagogiques d'architecture, qui sont les ancêtres des écoles d'architecture, des 22 écoles d'architecture actuelles. Je laisse de côté 2 écoles privées, entre guillemets, une à Strasbourg et l'autre qui est l'école spéciale d'architecture. Donc on a un jeune gars qui s'appelle Hubert Tonka, qui est connu aussi comme éditeur, les éditions Sens et Tonka, qui lui anime un atelier, l'atelier Ozel, à l'école des Beaux-Arts, et qui a lu la conférence de Heidegger, et puis qui a aussi lu des textes de Walter Benjamin. Ça, c'est moins fréquent. Et il a une espèce de tropisme comme ça pour la pensée allemande, et il s'interroge de la manière suivante, il pose cette question, vous allez voir, qui est très difficile, sommes-nous habitation? Non pas sommes-nous une habitation, non pas sommes-nous contents de notre habitation, non, sommes-nous notre habitation? En d'autres termes, il essaie de faire comprendre que notre habitation, c'est plus qu'un lieu dans lequel on pourrait résider, demeurer, habiter, c'est ce qui nous fait en même temps que nous le faisons. Alors là, il y a une espèce de jeu, un peu de créativité. Et à dire vrai, là, je relisais des bouts de texte qui étaient parus dans une revue publiée par les Beaux-Arts à cette époque, une revue d'étudiants. Et donc, c'est pas très bien formulé, bon, c'est pas très bien maquetté non plus, mais peu importe. Et en le relisant, je m'apercevais que, en fait, un autre texte de Heidegger était important pour lui, c'était le commentaire de Heidegger, la même année du reste, 1951, le commentaire que Heidegger fait d'un poème d'Hölderlin, dont il reprend, pour donner comme titre, il reprend un vers de ce poème, L'homme habite en poète. Et donc c'est sur cette réflexion de l'homme habite en poète que Hubert Tonka va essayer de saisir une autre façon pour poser la question de l'essence de l'architecture. Et il écrit « Je ne peux habiter que dans une forme poétique ou autre, condition indispensable. Le bâtir créant marque et signifie mon histoire par mon espace et mon temps. » Donc là aussi, vous voyez, je retrouve dans la formulation d'un jeune étudiant
qui, l'année d'après, sera emporté par la vague 68 Art et sera un militant très politisé, qui sera à l'origine de l'Institut français d'urbanisme créé à l'Université expérimentale de Vincennes en 68, et qui, par la suite, avec Baudrillard et d'autres, va créer le groupe Utopie, qui publiera une revue qui s'appelle Utopie également. Donc, vous voyez, il y a là toute une espèce d'interférence d'idées et de courants idéologiques qu'il faudrait évidemment peut-être davantage explorer. En tous les cas, Hubert Tonka est persuadé que ce texte de Heidegger est décisif. Et il est en même temps très impressionné par la production d'Henri Lefebvre. Alors, je dois obligatoirement dire 2-3 mots d'Henri Lefebvre. Maintenant, Henri Lefebvre, c'est un philosophe français qui est né en 1901, qui est mort en 1991, qui a publié plus d'une centaine d'ouvrages, aussi bien sur Musset, sur Pascal, sur Diderot, sur Marx, plusieurs évidemment essais, souvent tout à fait passionnants, et puis qui a fait sa thèse d'État sur la vallée de Campan, qui est une vallée des Pyrénées, parce qu'il a toujours eu un lien, il n'est pas né dans les Pyrénées, mais il a toujours un lien avec le Béarn, où il avait une maison, et ceci depuis très longtemps, à Navarinx. Et de là, il partait marcher dans les Pyrénées et surtout observer la vie villageoise. Et il avait repéré des formes de démocratie rurale, d'auto-organisation des paysans dans certaines vallées, et en particulier dans la vallée de Campan. Et donc, il publie, enfin, il soutient sa thèse à ce moment-là, qui est publiée par les pubs. Vous pouvez la trouver, évidemment, encore aujourd'hui. Mais je dis ça parce que on le présente souvent comme le théoricien de l'urbain, ce qu'il est devenu, et on oublie qu'il l'est devenu parce qu'avant, il a commencé à travailler sur la ruralité. Il était du reste au Parti communiste français, et il avait comme mission de travailler sur les réformes agraires dans le monde. Donc, il a amassé une documentation inouïe sur les réformes agraires qui surgissaient dans l'Inde décolonisée, en Égypte nassérienne, dans l'Algérie, etc., qui était encore en guerre. Bon. Et donc, il amasse cette documentation-là, et il m'a raconté, Henri Lefebvre, qu'à un moment donné, il se dit, mais j'observe, j'étudie les réformes agraires, les mouvements agricoles, la révolution verte, taratata, et je passe à côté de ce qui est en fait massif, majeur, fondamental, qui est la révolution urbaine. Et donc, il se dit, il faut travailler sur les villes, les relations ville-campagne, et quelque chose qui vient peut-être d'un point de vue dialectique très hegélien, hein, il y a la ville qui s'oppose à la campagne, et là, il y a un saut hegélien à Hofheimborn qui fait qu'on on annule les deux termes pour en produire un troisième qui est l'urbain. D'où ce livre très important que je vous conseille, qui est La Révolution urbaine, qui date de 1970. Mais quand vous regardez bien l'œuvre d'Henri Lefebvre sur la ville, et sur l'urbain en général, c'est 6 ouvrages publiés entre 1968 et 1974. Donc c'est une petite parenthèse dans son œuvre. Mais aujourd'hui, à l'échelle planétaire, on le connaît encore, quand on le connaît, par le titre d'un livre de 1968, qui est la reprise d'un titre d'un article de 1967, publié dans L'Homme et la Société, Le droit à la ville. Alors, voilà comment les choses circulent et se font. Et Heidegger entre dans la pensée d'Henri Lefebvre également par ces 2 articles. Celui sur Hölderlin, parce que Henri Lefebvre est très sensible à la poésie, lui-même écrit des poèmes, et puis il pense, il adore cette formule que l'homme habite en poète. Pour lui, c'est la mission de chaque être humain, c'est finalement de passer du labeur, de passer du travail qui est contraignant à l'œuvre, transformer sa vie en une œuvre d'art, être le créateur de sa propre existence. Et donc pour ça, évidemment, il faut pouvoir habiter en poète et non pas habiter en consommateur ou habiter en cyborg, évidemment. Donc, il y a chez Henri Lefebvre une pensée
très organisée, très forte. Hein, ce n'est pas le thème de mon exposé, donc, mais je pourrais prendre les 6 ouvrages et puis les analyser très précisément, et surtout établir comment dirais-je, des passerelles avec d'autres ouvrages du même auteur dans lesquels il esquissait déjà sa réflexion sur la ville. Je donnerai 2 exemples. Dans Introduction à la modernité, qui est un très grand livre, très difficile, hein, je précise tout de suite, d'Henri Lefebvre, eh bien, il y a un chapitre entier sur la ville nouvelle à côté de Pau, qui vient d'être créée à Lac, cette ville nouvelle sur le gisement de soufre et de gaz qui va permettre de créer évidemment une source d'énergie. Et donc, il analyse cette ville en 1959-1960. Et puis, il y a un autre ouvrage majeur d'Henri Lefebvre, c'est La proclamation de la Commune, qui est un ouvrage qu'il publie en 1965, qui est finalement un hommage aux communards. Et donc, il essaie d'expliquer, évidemment, la Commune de Paris vient après les travaux haussmanniens. Et donc, pour lui, pour Henri Lefebvre, Haussmann est un flic qui organise un urbanisme disciplinaire avec des avenues, des boulevards qui percent les quartiers populaires afin de pouvoir les contrôler. Et du reste, il place ce qui est vrai, il place des casernes à l'entrée des anciens quartiers populaires. Et puis en même temps, l'autre effet d'haussmannisation lié à la spéculation immobilière, c'est le fait que beaucoup de classes populaires, classes dangereuses, comme on disait à l'époque, sont expulsées de la grande ville, qui sont bourgeoises, et se retrouvent dans des banlieues. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ces banlieues étaient des banlieues plutôt de villégiature, qui deviennent des banlieues populaires avec le mouvement des mal lotis qui va s'échelonner de l'époque haussmannienne jusqu'aux années 30 du siècle suivant. Donc on voit bien comment Lefebvre est nourri aussi par toute une réflexion historique et pas simplement par, comme ça, quelques études qu'il va plus ou moins superviser. Donc il va être persuadé que habiter, même si dans sa préface dont je parlais tout à l'heure au livre d'Henri Raymond et de son équipe sur le pavillonnaire avait une dimension sociologique, il va progressivement transformer cette position sociologique en position philosophique et donner une dimension, alors c'est un terme qui n'est pas de lui, au contraire, il le critiquait bien sûr à l'époque, une dimension existentielle. Évidemment, Henri Lefebvre serait gêné parce qu'il avait été envoyé en mission, vous savez, c'est toujours pareil, les intellectuels du parti, on les envoyait en mission, donc il devait, comme il était philosophe et brillant, il devait faire un petit pamphlet contre Sartre, parce que Sartre c'était l'ennemi évidemment, et donc le mot existentialisme a été critiqué par Henri Lefebvre d'une manière un peu sotte. Je relisais son texte, son petit libelle contre Sartre, il n'est pas très fameux, c'est pas très glorieux de sa part d'avoir fait ça, mais n'empêche que par la suite, il revient, indépendamment de Sartre, il revient à cause de Heidegger sur la question que habiter est quelque chose de plus ample que simplement le fait d'être logé ou de résider quelque part. Et donc cette dimension-là, sur laquelle je reviendrai évidemment à la fin de mon exposé, va finalement être abandonnée parce que ce n'est pas ce qu'on retiendra dans Lefebvre dans les écoles d'architecture et dans les instituts d'urbanisme. On va plutôt conserver le droit à la ville, comme je vous le disais, et puis ensuite, eh bien, sa révolution urbaine, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a plus de ville, il n'y a plus de campagne, il y a un urbain diffus, généralisé, planétaire. Ce qui n'est pas du tout faux. Il n'est pas le seul à penser ça à ce moment-là. C'est ça qui est intéressant aussi, mais parfois difficile à démêler parce que tout semble un peu s'entremêler. Alors souvent, c'est des gens qui ne se fréquentaient pas. Je vais donner quelques exemples. Ayant réfléchi dans un de mes récents ouvrages, Mesures et démesures des villes, j'ai essayé de repérer un peu qui repensait autrement la contradiction ou l'opposition ville-campagne. Et donc, j'en ai fait un peu l'historique. Et là, je me suis aperçu que François Choët, par exemple, qui lisait Lefebvre, et réciproquement, j'imagine, mais qui ne se fréquentait pas,
qui étaient de deux mondes différents, j'allais dire, eh bien, elle parlera de non-ville et de non-campagne, très tôt. Et elle écrira un texte très important, je conseille la lecture également, un texte très court mais très dense, qui s'appelle Le règne de l'urbain et la mort de la ville. Bon, c'est un texte qu'elle a écrit pour la grande exposition de Beaubourg sur la ville en 1994, donc après la mort de Lefebvre. Mais elle ne reprend pas les notions de Lefebvre, mais elle développe sa propre position, qui est de dire qu'à un moment donné, dans le déploiement historique de l'urbanisation planétaire, eh bien, les villes disparaissent et laissent la place à des non-villes et à des non-campagnes. Il y a un autre auteur qui est un ami d'Henri Lefebvre, c'est même son voisin du Béarn, qui s'appelle Bernard Charbonneau, qui est vraisemblablement le premier Français à avoir théorisé l'écologie politique. C'est un ami de Jacques Ellul. Enfin bon, aujourd'hui, les décroissants le revendiquent comme théoricien, comme pionnier de la décroissance, comme précurseur de la décroissance. Bernard Charbonneau, qui est un auteur très important, publie un ouvrage qui s'appelle Le Jardin de Babylone, dont je vous recommande également la lecture, qui est remarquable, un livre de 1969, qui, pour la petite histoire, est publié chez Gallimard par l'intervention d'Henri Lefebvre, et qui sera réédité par l'Encyclopédie des nuisances, une maison d'édition issue d'une décision des éditions Champs Libres. Les éditions Champs Libres, édition situationniste, voilà, pour situer un peu la ligne politique de leur maison. Donc voilà, je vous donne deux auteurs français, Choët et Bernard Charbonneau, mais j'aurais pu vous citer des auteurs américains qui, depuis longtemps, je pense à Frank Lloyd Wright, par exemple, quand il écrit sur la ville évanescente, eh bien, nous sommes dans l'entre-deux-guerres et il constate effectivement que les villes s'éparpillent et que du coup, elles se déconcentralisent d'une certaine manière et qu'elles ne sont plus du tout, comme auparavant, le lieu de rassemblement de tous les pouvoirs. Et un auteur peu connu en France, mais qui a été introduit en France par François Choët, parce que c'est aussi intéressant de savoir qui fait connaître quelqu'un d'autre. François Choët a mis des années, c'est elle qui me l'a raconté, elle a mis des années à faire traduire Melvin Weber. Melvin Weber. W-E-B-E-R, pas Max Weber. Bon. Eh bien, cet auteur qui publie un texte, l'espace sans lieu ni borne, est un auteur qui explique, dès les années 50, aux États-Unis, que le téléphone et l'automobile vous donnent une telle mobilité territoriale que vous n'avez plus besoin Thierry, ton micro. ça c'est... Il faut que je recommence ou... Il s'est coupé 3 secondes. Ah, très bien. Écoute, je ne fais rien du tout, ça, c'est très curieux. Donc, Melvin Weber va, avec le téléphone et l'automobile, on est dans la fin des années 50 aux États-Unis, expliquer que du coup, ce que Simol avait appelé l'intensité relationnelle, qui faisait la qualité de la grande ville, de la métropole, par rapport évidemment à la bourgade, eh bien, aujourd'hui n'était plus indispensable. On n'avait plus besoin de se rassembler en un même lieu pour avoir ces intensités relationnelles. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est une forme d'intensité relationnelle. On est un certain nombre à être connectés au même moment et on va, j'imagine, discuter ensemble. Eh bien, on n'est pas dans l'université de Mons. Là, on est dispersé. Et donc, cette dispersion-là, eh bien, est à la fois urbain, c'est une dispersion qui fabrique de l'urbanité, mais qui en même temps ne fabrique plus de la ville au sens d'une typomorphologie compacte, hein, et territorialement délimitée. Donc, on a là, alors là j'avais noté d'autres auteurs, mais je vais citer un architecte parce que je vous l'avais promis, c'est un architecte norvégien qui s'appelle Christian Norbert Schulz. Christian, c'est son prénom, Norbert Schulz, c'est son nom, avec un tiret, et qui était un jeune architecte très enthousiaste des congrès internationaux d'architecture moderne, donc des SIAM, hein, de l'architecture moderne à laquelle on associe tout de suite Le Corbusier et le Bauhaus,
Et donc, il était tout à fait pour le fonctionnalisme de la charte d'Athènes, pour le zonage, pour une architecture très sobre, cubique, blanche, avec des grandes baies vitrées, etc. Bon, vous connaissez tout ça. Et puis, il raconte lui-même, il lit Heidegger, et là, tout d'un coup, il dit, ben non, tout ce que je pensais de l'architecture, tout ce que je pensais dans le rapport entre la forme bâtie et le bien-être de l'habitant, tout ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, il explique dans sa préface à un livre important de lui qui s'appelle le Genius Loci, il note ce que je dois avant tout au philosophe allemand, c'est le concept d'habiter. Prise existentielle, entre guillemets, et habiter sont synonymes. Et dans un sens existentiel, l'habiter est le but de l'architecture. L'homme habite lorsqu'on réussit à s'orienter et à s'identifier à lui, ou plus simplement lorsqu'il expérimente la signification d'un milieu. Habitation veut donc dire quelque chose de plus que refuge. L'habitation implique que les espaces où la vie se déroule soient des lieux au vrai sens du mot. Un lieu est un espace doté d'un caractère qui le distingue. Alors, là, je vais très très vite, évidemment. Donc, cet auteur vit une conversion soudaine, ce qui n'est pas facile, évidemment, parce qu'il va abandonner tout ce en quoi il a cru dur comme fer, et qu'il a en plus diffusé dans ses cours et puis dans les bâtiments qu'il réalisait. Et il est intimement persuadé, évidemment, que l'architecture, il donnera comme définition, l'architecture, c'est l'art du lieu. Donc c'est quelque chose de très important, et il osera attaquer des architectes très célèbres, beaucoup plus célèbres que lui, vous allez voir, parce que justement, il se contrefout du lieu. Et lui, il dit, c'est un scandale, ce n'est pas l'architecture. Et donc, il a deux têtes de turc, si je puis dire. C'est le japonais Tadao Ando et l'américain Frank Gehry. Il écrit, tous deux sont au service du pouvoir économique. Ils travaillent aux quatre coins du monde, et aux quatre coins du monde produisent le même type de solution, quel que soit le lieu ou le programme. Ils confirment donc que l'architecture n'est plus quelque chose pour quelque chose, mais une chose uniquement personnelle. Ils sont les représentants d'une société de consommation qui a investi la totalité de la planète et situe un bâtiment au même plan qu'une Mercedes-Benz ou qu'une bouteille de Coca-Cola. Alors, aujourd'hui, évidemment, lui, il n'avait pas encore mais il aurait rajouté, bien sûr, Rem Koolhaas, Jean Nouvel, enfin, voilà, des gens qui sont à 10 000 lieues de la préoccupation. Alors, je ne dirais plus, je dirais pas la préoccupation existentielle, je dirais même la préoccupation environnementale. Je donnais une conférence dans la médiathèque de Rem Koolhaas à Caen, juste avant le confinement, le premier, avec un architecte, Philippe Madec, qui avait lancé le manifeste pour une frugalité heureuse et créative. Et donc, je donne ma conférence, un peu théorique, sur la notion justement d'écologie. Et là, il y a une dame qui m'interpelle et qui dit, oui, oui, bon, c'est bien joli, c'est intéressant. Bon, mais concrètement, et c'est souvent ce qu'on dit, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment faire pour, par exemple, qu'une ville soit écologique, par exemple, pour qu'un bâtiment soit écologique? Et à ce moment-là, Philippe Madec prend le micro et dit, bah, c'est très simple, il faut faire l'inverse de ce bâtiment-ci, de Rem Koolhaas. Et donc, il s'est levé, et puis tout le groupe, on était plus d'une centaine, on a suivi une visite guidée du bâtiment par Philippe Madec, qui dénonçait tout ce qui allait à l'encontre d'une démarche environnementale pour créer ce bâtiment. À commencer par son orientation, par les baies vitrées qu'il fallait pas au endroit, par le fait que la climatisation, etc., etc. Donc, à un moment donné, il conclut par, voilà, cet architecte a tout faux d'un point de vue environnemental, mais évidemment, tous les élus rêvent d'avoir un bâtiment de Frank Gehry à un moment donné, et puis maintenant de Rem Koolhaas. Donc, tout ça pour montrer à quel point rompre avec le tout béton pour valoriser le BTP, bois, terre, paille, n'était pas une affaire aussi simple que ça. Alors, je reviens évidemment à Heidegger parce que je n'en ai pas assez parlé, et je voudrais faire quelques citations de son texte.
Nous n'habitons pas parce que nous avons bâti, mais nous bâtissons et avons bâti pour autant que nous habitons. C'est-à-dire que nous sommes les habitants et sommes comme tels. Alors évidemment, vous pourriez vous demander à juste titre qu'est-ce que c'est qu'une habitation. Il répond, c'est la relation de l'homme et de l'espace qui n'est rien d'autre que de l'habitation pensée dans son être. Alors là, je suis obligé de simplifier, j'allais dire, ce que j'ai fait dans le livre là, que j'utilise pour cette conférence, Demeure terrestre, enquête vagabonde sur l'habité, où je suis à la trace, évidemment, de la circulation du verbe habiter dans différentes disciplines, chez différents penseurs et créateurs. Et à un moment donné, je suis obligé de répondre à la question, qu'est-ce que ça veut dire habiter pour Heidegger? Et je réponds la chose suivante que je vais essayer de décortiquer un petit peu. Alors, habiter, c'est, en un seul mot, être présent au monde et à autrui. Ou avec des tirets, si vous voulez. Être, tiret, présent, tiret, au monde, tiret, et à autrui. Donc, je reprends cette formulation. Être présent au monde et à autrui, on a d'abord être. Alors, évidemment, ça, vous avez compris à quel point Heidegger est un philosophe de l'ontologie, donc de la connaissance de l'être. C'est une philosophie occidentale. La philosophie orientale, la philosophie chinoise, coréenne, japonaise, n'est pas du tout la même. Du reste, dans la langue chinoise, il n'y a pas de verbe être. Il n'y a pas de mot pour dire être. Et donc, évidemment, c'est très compliqué de faire des analyses comparées, parce que ce n'est pas comparable, évidemment. Dans la pensée occidentale, la philosophie qui naît dans la Grèce antique est une philosophie dont l'objectif est de saisir l'être des choses. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Quel est l'être de l'humain? Je vais y revenir, mais quel est aussi l'être du micro, du livre, enfin, vous voyez, bon, quelle est la livréité du livre, la microïté du micro, la boutéilléité de la bouteille, et évidemment l'humanité de l'humain. Alors, chez Heidegger, je vais très très vite évidemment, et je m'en excuse auprès des philosophes qui sont dans l'assistance, parce que c'est un peu une simplification outrancière. Il y a trois mots pour dire l'être. Il y a l'être, l'étant et le Dasein, qu'on ne traduit plus. Avant, on disait l'être là, et maintenant, on maintient Dasein parce qu'il y a eu un très grand travail qui a été fait par un groupe très important de philosophes, sous la direction de Barbara Cassin, qui est le dictionnaire des intraduisibles. Si vous pouvez vous le procurer ou le regarder régulièrement, moi je l'ouvre pratiquement chaque jour, parce qu'ils ont repéré des termes en anglais, en italien, en allemand, en grec, etc., qu'on ne peut pas traduire. On ne peut pas traduire saudade, par exemple, paraît-il, hein, moi je ne parle pas portugais. Et même entre le Portugal et le Brésil, ce n'est pas tout à fait la même signification. Alors on va dire nostalgie, on va dire... voilà, bon, saudade, c'est saudade, c'est un état d'esprit très particulier, c'est comme justement le Dasein ou comme la Stimmung, on ne peut pas traduire ça par ambiance ou par atmosphère, donc bien souvent, il est plus compréhensible, c'est ça qui est le paradoxe, de ne pas traduire un terme. En ne le traduisant pas, on comprend mieux que lorsqu'on le traduisait de manière approximative et parfois même discutable. Donc Dasein, qu'on trouve chez Kant, mais qui a tout autre sens, évidemment, donc on le maintient sous le thème de être là. Du reste, quand Jean Bouffret, un des introducteurs de Heidegger en France, qui est un ancien résistant par ailleurs, c'est important à noter, lui écrit pour lui dire comment vous traduiriez Dasein, parce que être là ne me plaît pas trop, lui dit-il. Heidegger lui répond non, il faudrait le traduire plus justement par être le là. Voilà, vous voyez, lire ça, c'est abscon, enfin, ça ne va pas nous éclairer. Donc du coup, Dasein, c'est mieux d'une certaine manière, parce qu'on comprend qu'il y a l'être, donc l'être, c'est la qualité spécifique de quelqu'un, c'est son existence tout simplement, et puis il y a un étant, l'étant c'est tout ce qui existe autour de nous, les choses, les arbres, la rivière, etc., mais qui ne sont pas, j'allais dire, des humains. Les humains ont cette particularité d'avoir un être et d'avoir un être là, voilà, pour aller assez vite.
Donc, on comprend mieux dans l'habiter qu'il faut d'abord saisir ce qui relève de l'être, dans sa pluralité de compréhension. Présent, alors présent, là évidemment, c'est l'inscription dans le temps. Et évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que le livre le plus connu de Martin Heidegger, qui est publié en 1927, s'appelle Être et temps, qui est le volume 1. Il ne publiera jamais le volume 2, et il expliquera dans un texte de 62 temps et être. Vous voyez, et l'inverse. Pourquoi il n'a pas pu écrire le tome 2? Parce que finalement, le tome 1 n'était pas installé, construit sur des bases assez solides conceptuellement. Donc ça aussi, vous voyez, c'est assez rare dans la pensée philosophique qu'un philosophe dise, ben non, là, je conduisais mon truc à une impasse, il fallait que je repense tout autrement. Voilà, j'ai pas fait ce que j'aurais voulu à ce moment-là. Mais néanmoins, il y a des choses intéressantes dans le livre Être et temps de 1927. C'est le premier ouvrage, du reste, sur la routine, sur la répétition, sur l'habitude, sur le quotidien, des notions qui vont devenir importantes au lendemain de la guerre. Et Henri Lefebvre sera connu aussi pour sa critique de la vie quotidienne. Mais Heidegger l'avait déjà esquissé dans sa réflexion sur le temps. Et pour Heidegger, il ne peut pas définir le temps. C'est ça sa difficulté dans Être et temps, c'est qu'il n'arrive pas à définir ni être, ni temps. Il écrit dans Être et temps, mais aussi et surtout dans des articles et des cours qui vont suivre, qu'il y a temps, qu'il y a être. Vous voyez, vous posez la question, c'est quoi le temps, monsieur Heidegger? Il vous répond, il y a temps. C'est le il y a qui vous permet de comprendre ce qu'est le temps. C'est-à-dire qu'on doit constater, si vous voulez pour le dire autrement, on a constaté qu'il y a bien quelque chose qui est du temps et bien quelque chose qui est de l'être, parce que c'est là, mais je ne peux pas en dire plus. Alors on peut en dire un peu plus, évidemment, quand on lit le livre d'Heidegger, c'est que pour lui, le temps est toujours un temps pour. Un temps pour une activité, même le repos ou le rêve. C'est un temps pour. Le temps n'est pas un temps comme ça qui serait autour de nous, qui serait insaisissable. Non, non, le temps est un temps pour. Et puis, autre idée importante, le temps n'existe que parce que un être humain le présentifie. C'est moi qui prends conscience de mon temps en attribuant ce temps, en affectant ce temps à telle activité. Alors, pour bien comprendre cette idée de présentification du temps, qui montre que le temps est hétérogène, évidemment, qu'une heure ne vaut pas une heure, d'une part, et qu'une minute ou une heure, pour moi, n'est pas la même chose que pour Damien, il nous le dira peut-être tout à l'heure, et que par conséquent, le temps est une affaire existentielle, et non pas simplement une donnée historique. Pourquoi est-elle existentielle? Parce que, par Heidegger, et cela lui est reproché encore aujourd'hui par pas mal de philosophes, il considère que l'être humain est un être jeté pour la mort. C'est-à-dire que dès que nous naissons, dès que nous venons au monde, et nous venons au monde pour ajouter au monde des autres déjà là, le monde qu'on va chacun créer, si on est capable d'habiter en poète, eh bien, le compte à rebours fatal est déclenché. Dès ma naissance, l'être humain est un être mortel qui sait qu'il va mourir. Ce qui sera source de l'angoisse existentielle, par exemple, chez Camus, chez Sartre ou chez Merleau-Ponty. Donc on voit bien que habiter, c'est être, mais présent. C'est-à-dire qu'on est en un temps particulier, spécifique, chacun différemment. Et puis, le mot français a un autre sens, c'est qu'un présent, c'est un cadeau. Alors ça m'a beaucoup plu, parce que habiter, c'est être, et c'est aussi avoir ce cadeau inouï de pouvoir exister. Donc être présent, mais présent où?
Quoi? Comment? Au monde. Ah, alors le monde, chez Heidegger, ce n'est pas la Terre, ce n'est pas le monde de l'actualité. Non, non, le monde, c'est ce que chaque être humain façonne à partir de son imagination et de sa perception et de sa compréhension du réel. Donc, le monde de chacun d'entre nous, c'est du réel combiné à de l'imaginaire. Ce qui fait que nous avons tous des mondes différents. Je vous donne un exemple très simple de cette formulation. Lorsque je préparais mon exposition sur les enfants, les grands oubliés hein, de la ville et de l'architecture, pour une exposition à Dunkerque, j'avais 2 classes qui avaient accepté de travailler avec moi sur justement décrire la ville quand on a 7-8 ans, etc. Bon. Et la première fois que je vais dans la classe, l'institutrice se présente et puis elle, voilà, je la questionne un peu sur les enfants qui sont là. Et puis il y en a un qui est un peu à l'écart et puis qui visiblement rêve. Et elle me dit, là, c'est le petit Julien, mais là, il est dans son monde. Alors je lui ai dit, il apprend bien, c'est le meilleur élève. Évidemment, l'école est un truc horrible. Donc si dans l'école même, enfin sauf la scolie grecque évidemment, mais si dans l'école même, on peut construire son monde, c'est-à-dire s'isoler de l'institution qui essaie de vous normaliser, et que vous transgressez cet endroit-là par le fait de votre imagination, à vous échapper, alors là c'est magnifique. Donc le monde, c'est ça. C'est pour ça qu'on ne naît pas, nous, on vient au monde, les humains. On vient au monde parce qu'on va construire chacun différemment. Alors là, évidemment, on pourrait rentrer dans ce que le mot habiter contient comme dérivé, le mot habitus, hein, manière d'être. Là, voilà, bien sûr, il y a des héritages culturels qui sont parfois plus lourds à porter par certains que par d'autres, et que du coup, ça entrave votre capacité d'autonomie à inventer un imaginaire et à inventer aussi votre rapport au réel pour justement créer votre monde. Donc être présent au monde. Alors ça, c'est ça. Et puis ça ajoute évidemment et autrui. Pourquoi? Parce que on n'existe que dans le regard de l'autre. Et l'autre à soi-même inconnaissable. Ça, c'est moi qui le rajoute. On ne trouve pas chez Heidegger, mais j'en suis persuadé. Je crois que l'autre, c'est en philosophie, c'est l'altérité. C'est une des notions les plus difficiles à comprendre. Parce que il y a eu des philosophes qui ont beaucoup réfléchi là-dessus, évidemment, depuis même Platon et Aristote. Mais cette idée qu'il y a quelque chose chez l'autre qui m'est incompréhensible pourrait faire croire qu'on n'est pas de la même humanité. Mais au contraire, et ça c'est Georges Simmel qui l'explique très très bien, il nous dit que l'étrangeté de l'autre est la garantie de mes propres différences. Il fait dans son grand livre Sociologie, qui date de 1908, il explique très clairement, dans un chapitre intitulé Digression sur l'étranger, il explique à quel point l'étranger dans la grande ville, ils sont de plus en plus nombreux, voilà, l'épicier arabe à Paris, par exemple, bon, l'épicier turc à Berlin, bon, il y a toujours un étranger, plus ou moins bien intégré, mais qui vend des produits de chez lui, qui est habillé parfois avec des vêtements traditionnels, et donc il nous surprend, il est étrange, mais ce qu'on comprend en l'observant et en essayant de communiquer avec lui, c'est que son étrangeté est réciproque, c'est-à-dire que lui nous voit aussi curieux, nous voit différents, et que finalement, mon comportement ou mon choix de vie ne prend sens que parce qu'il y en a d'autres qui en ont d'autres. C'est qu'on est toujours dans un autre qui nourrit de l'altérité. Et aujourd'hui, on a enfin compris qu'il n'y a pas d'opposition nature-culture et homme
nature. Et donc, du coup, on ajoute dans l'altérité, dans ce que je ne comprendrai jamais, mais avec qui et quoi je dois faire ma vie, c'est-à-dire mon monde de la réalité, mon monde de l'imaginaire, qui est le monde vivant. J'ai beau essayer de parler à un oiseau, à une rivière, à un arbre, je ne comprends pas toujours ce qu'ils attendent de moi. Mais c'est pas grave. De la même manière, moi qui suis athée, je ne saurais jamais ce que c'est que le pardon pour un juif, la prière pour un musulman et la communion, par exemple, pour un chrétien. Mais c'est pas grave, ça ne me gêne pas, ça ne m'empêche pas de cohabiter avec eux, d'habiter avec eux, vous voyez, de cohabiter avec eux. Parce que habiter, précisément, c'est être présent au monde et à autrui. Donc on a bien la saisie, si vous voulez, en une formule un peu simplificatrice, l'incroyable richesse du mot habiter, chez Heidegger. Et on voit comment il nous questionne, évidemment, sur notre rapport à la société dans laquelle on est. Alors, je le disais d'entrée, il explique que la crise du logement, oui, bien sûr, il manque de logement, ok, bon, mais ça, on peut le régler, c'est pas. Mais, on va construire, vous voyez, on va construire des grands ensembles, on fera ça en France. Bon. Et alors, aujourd'hui, les grands ensembles, on ne sait pas comment les transformer, parce que justement, ils sont inhabitables depuis qu'ils ont été construits. Ils sont inhabitables. Et donc, cette inhabitabilité fait qu'ils sont rejetés et qu'ils sont intransformables. Il aurait fallu faire autre chose, autrement, d'une autre manière. Et donc, on voit bien comment cet inhabitable qui submerge la planète, on en a des preuves chaque jour, enfin chacun d'entre nous connaît des immeubles arrogants, anxiogènes, contraignants, etc. On le sait très bien, à commencer par les gratte-ciel généralement, qui nous écrasent et qui sont énergivores de l'autre côté. Donc on voit bien comment il y a de l'inhabitable partout et que notre capacité à habiter le monde est peut-être perturbée ou contrecarrée par justement ce que je disais d'emblée, c'est-à-dire bien avant la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, en citant Heidegger. Et donc je vais originer, comme on dit maintenant, ce début de la difficulté à habiter, de faire habitation avec le productivisme. C'est-à-dire avec un certain nombre de progrès techniques qui nous confisquent notre autonomie, qui nous déqualifient concrètement, évidemment, dans nos savoir-faire, et qui nous subordonnent. Donc le productivisme est vraiment un processus qui nous appauvrit culturellement et qui en même temps nous subordonne. C'est ce que j'ai essayé de démontrer dans Désastres urbains, où je prenais 5 dispositifs architecturalo-urbanistiques, mais j'en ai déjà parlé dans la première séance, le grand ensemble, le centre commercial, le gratte-ciel, la gated community, etc. Et je montrais à chaque fois que ces dispositifs eh bien, nous appauvrissaient en tant qu'être humain, et puis surtout, eh bien, nous uniformisaient, si vous voulez, nos attentes et nos manières d'être. Alors, il y a un auteur, et je finirai par lui, qui est, pour moi, pour ceux qui me connaissent, qui savent à quel point il est important, et Damien l'a rappelé, c'est Ivan Illich. J'aurais pu, j'en parle longuement dans mon livre, évidemment, évoquer Maurice Merleau-Ponty, qui est aussi un auteur que j'affectionne, et puis Henri Maldinet. Je voulais quand même dire 2 mots de cela avant de parler d'Illich et puis d'arrêter pour qu'on puisse discuter. Maurice Merleau-Ponty est un auteur, donc c'est un phénoménologue, comme vous le savez, qui travaille beaucoup sur la psychologie aussi, et puis qui a été très impressionné par un ouvrage de 1935 écrit par Erwin Strauss, S-T-R-A-U-S, un seul S. Erwin Strauss écrit Le sens des sens, ce qui est un livre très volumineux, très difficile, qui a été traduit en français chez Jérôme Billon, qui est un livre très important. Et les premiers ouvrages sur l'analyse comportementale de Maurice Merleau-Ponty, et puis toutes ces réflexions sur la sensorialité de l'être humain,
se nourrissent, hein, ces articles, de Erwin Strauss, qui est un auteur qui essaie d'inventer une phénoménologie sensorielle, si vous voulez. Je ne dis pas sensualiste, parce que ce serait le rattacher à un courant qu'il ne mentionne pas du tout dans son livre, qui serait le courant issu de John Locke, vous voyez, et puis qui aurait, avec Cabanis, avec un certain nombre d'auteurs français comme Volney, eu une importance dans ce qu'on a appelé le mouvement des idéologues. Vous voyez, mais c'est aussi tous ceux qui pensaient que je suis car je sens, je suis car je ressens, non pas je suis parce que je pense, hein. Je pense donc je suis. Vous voyez, donc ils inversent Descartes, enfin ils inversent pas, ils complètent Descartes, hein, qui disait je pense donc je suis. Eux ils disent je sens, je ressens, je perçois, si vous voulez, donc je suis. J'existe parce que j'ai ma sensibilité. C'est elle qui va me donner la météo, ma propre climatique, voilà, pour le dire d'une manière plus bacheladienne. Donc, bon, voilà, donc, mais je ne pouvais pas présenter tous ces auteurs comme je voulais. Et Maldinet, alors Maldinet est pour moi un des philosophes français contemporains. Il est mort il y a quelques années, à 103 ans, un des plus importants, méconnu. Et alors, il a une très belle écriture, c'est difficile à lire de la première fois, mais comme souvent des gens qui ont une écriture, à force de le lire, on l'entend, j'allais dire, vous voyez, et du coup, eh bien, on le comprend. Bon. Il aurait fallu que je cite des textes et que je rentre plus dans le détail, donc je préfère terminer sur un auteur que j'aime énormément, qui est Ivan Illich. Ivan Illich va, en 1984, être invité par the Royal Institute of British Architects, donc l'institution la plus prestigieuse de la formation des architectes et de la profession d'architecte au Royaume-Uni, pour les 150 ans de sa fondation. Donc c'est pas rien, oui. Donc ils ont dû réfléchir, hein, qu'est-ce qu'on invite pour faire un événement pour les 150 ans. On invite qui bon, ils se sont mis d'accord sur Ivan Illich, et qui a joué le jeu. Il a fait une magnifique conférence qui s'intitule « L'art d'habiter ». Et il commence par une formule qui est assez banale, j'allais dire. Habiter est le propre de l'espèce humaine. Habiter est le propre de l'homme. Moi, j'ai utilisé cette formule pour un livre collectif que j'ai édité en 2007 ou quelque chose comme ça. Habiter le propre de l'homme. Donc lui, il dit habiter, c'est quelque chose de spécifique à l'espèce humaine. Il veut dire par là que les animaux n'habitent pas, les fleurs n'habitent pas, les automobiles n'habitent pas. Elles sont un garage, pourtant. On pourrait dire, mais si, elles habitent le garage. Non, 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 pour lui, non, non, non. Pourquoi? Parce que habiter est un art, une affirmation, hein, qu'il doit essayer d'analyser. Et il explique, et il serait, je pense, enfin, je sais qu'il était gêné lorsque je lui disais que il y a une proximité de certains de ses propos avec ceux de Heidegger. Il détestait Heidegger pour des raisons philosophiques, mais aussi politiques. Et donc, il aurait été un peu choqué de ce que je vais vous dire maintenant. Mais, d'une certaine manière, il considère que jusqu'à un certain moment dans notre société, avant le déploiement technologique, pour le dire très clairement, avant ce qu'on appelle maintenant le début de l'Anthropocène, eh bien, les êtres humains habitaient. Et maintenant, c'est de plus en plus difficile et on est peu nombreux, peut-être, à pouvoir habiter. Et il a cette formule que je vais vous lire. Habiter, c'était demeurer dans ses propres traces, laisser la vie quotidienne écrire les réseaux et les articulations de sa biographie dans le paysage. Cette écriture pouvait être inscrite dans la pierre par des générations successives ou reconstruite à chaque saison des pluies avec quelques roseaux
et des feuilles. Jamais la demeure n'était achevée avant d'être occupée, contrairement au logement contemporain qui se délabre dès le jour où il est prêt à être occupé. Une tente, il faut la réparer chaque jour, la dresser, la assujettir, la démonter. Une ferme croît et décroît selon l'état de la maisonnée. Depuis une colline voisine, on peut souvent discerner si les enfants sont mariés, si les vieux sont déjà morts. Une bâtisse se perpétue d'un vivant à l'autre. Des rites en marquent les étapes importantes. Il peut s'être écoulé des générations entre la pose de la pierre angulaire et l'équarrissage des chevrons. Pareillement, un quartier urbain n'est jamais terminé. Encore au XVIIIe siècle, les quartiers populaires défendaient leur art particulier d'habiter en s'ameutant contre les améliorations que les architectes s'efforçaient de leur imposer. Et il continue tout ça dans ce texte, et même s'il le prononce dans le lieu essentiel, prestigieux de l'architecture du Royaume-Uni, il a cette formule, vous allez voir, qui est incroyable: l'art d'habiter est une activité qui dépasse la portée de l'architecte. C'est donc pour lui, là j'ouvre une parenthèse, dans mon livre je donne pas mal de références d'architectes qui disent, qui écrivent que leur boulot d'architecte, c'est de faire habiter les gens, hein, de leur apprendre à habiter. Il y a même des gens qui disent ça, il faut que je leur apprenne à habiter. Colette Pétonnet, une anthropologue que j'aime beaucoup, raconte dans un de ses livres qu'elle elle croise un architecte dans un grand ensemble où elle enquêtait, et elle discute avec lui. Et lui est un peu catastrophé par les familles qui sont là, parce qu'ils veulent absolument s'agglutiner dans la cuisine. Et lui ne veut pas. Donc il dit, je fais des cuisines toutes petites pour les obliger, pour leur apprendre à habiter la salle de séjour. Alors elle lui a dit, mais de quoi je me mêle? Et elle avait raison. Pour celui qui fait sa demeure, je cite Ivan Illich, le centre du monde est l'endroit où il vit. Et la proximité peut se situer à 20 km en amont du fleuve plutôt qu'à 2 km dans le désert. Selon beaucoup d'anthropologues, la culture de cet homme-là infléchit sa vision. En fait, elle détermine les caractères distinctifs de l'espace qu'il habite. Je conclus par cette phrase: l'art de vivre lui est confisqué, il n'a nul besoin de l'art d'habiter, mais seulement d'un appartement. De même, il n'a nul besoin de l'art de souffrir, car il compte sur l'assistante sociale, et il n'a jamais probablement songé à l'art de mourir. Quand on regarde l'œuvre complète d'Ivan Illich, on s'aperçoit qu'il va faire le procès de certain nombre d'institutions, l'école, l'hôpital, les transports en commun, etc., etc. Pourquoi? Parce que ces institutions nous dépossèdent, nous, simples individus, de tout un savoir-faire qui nous permettait d'habiter notre propre existence. Évidemment, je délègue maintenant la formation, l'apprentissage de la langue à un instituteur, puis à un professeur. Je délègue à un médecin. Alors là, en ce moment, on le voit très bien, hein. Et en plus, ils peuvent dire tout et l'inverse, le contraire en 5 minutes, mais ce n'est pas grave, c'est l'autorité médicale. Ils ont confisqué absolument, je ne sais pas en Belgique, mais en France, toutes les émissions de radio, tous les jours, il y a un spécialiste, je ne savais pas qu'il y en avait autant, du reste, un spécialiste des épidémies qui vient nous raconter quelque chose et qui s'oppose évidemment à un confrère ou à une consoeur parce que, évidemment, il a un autre point de vue. Bon, donc, dans tous les cas de figure, c'est la même chose, on est dépossédé. C'est-à-dire que d'une certaine façon, alors évidemment, Illich fait ça sur la longue durée. Il essaye d'expliquer comment l'art d'habiter dépérit au fur et à mesure où les communaux disparaissent, au fur et à mesure où le vernaculaire est dénigré, dévalorisé au profit de tout ce qu'on peut acquérir sur le marché. Donc d'une certaine façon, l'analyse critique que fait Illich du développement, parce que c'est le mot qu'il utilise le plus fréquemment, il parle rarement de croissance, il parle de développement, et parce que c'est la théorie mise en place par le président Truman en 1949 dans son discours au Congrès, où il explique qu'il faut dorénavant essayer d'aider les pays les plus sous-développés à se développer, pour éviter évidemment qu'ils tombent dans le communisme. Et donc, la théorie du développement, l'idéal du développement, c'est-à-dire de construire une société consumériste où tout peut être acquis sur le marché, tout devient marchandise,
même les sentiments. Et bien pour Ivan Illich, évidemment, c'est ça qui est le début de la fin, j'allais dire, de ce qu'il appellera par la suite, d'un très beau terme, la perte d'essence. Nous perdons ce rapport sensuel, sensoriel, charnel, existentiel, avec tout ce qui constitue notre monde. Voilà. Donc, j'ai largement dépassé l'heure. je m'en excuse et je laisse Damien. Merci Thierry, merci pour ton exposé. Et tu n'as absolument pas dépassé puisque tu avais tout le temps que tu voulais. Alors, je propose qu'on passe, parce que même si on avait tout le temps qu'on voulait, bah, il en reste quand même peut-être, c'est vrai, pas tellement pour la discussion. Donc, on passe immédiatement autant de questions, autant d'échanges, autant de débats. Et donc, habituellement, la formule, c'est je me tournerai vers l'Assemblée pour voir s'il y a des questions. Alors là, je ne vais pas pouvoir me tourner vers l'Assemblée. Mais néanmoins, si quelqu'un veut prendre la parole, il est invité à le faire. Si jamais il y avait le moindre stress par rapport au fait de devoir parler publiquement comme ça, comme on est quelques-uns, vous pouvez aussi évidemment poser votre question via le forum. Alors, bah, dans l'attente, le temps que vous prépariez votre question, moi je vais essayer d'en risquer une. Ah, je vois que Jean Pouleur a une question. Donc, Jean. Bonjour, tout d'abord un tout grand merci, c'est passionnant comme les conférences précédentes, donc j'ai vraiment eu énormément de plaisir à vous écouter. J'avais une question un petit peu particulière par rapport à un auteur que je trouve très proche de ce que vous expliquiez et qui a beaucoup travaillé à partir du terrain, qui est John Turner. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous ne l'avez pas évoqué ou est-ce qu'il y a des choses qui le différencient? Parce que je vois son côté très pragmatique et puis qui a été fort écouté, notamment au niveau de l'ONU, au niveau des approches alternatives en matière de logement, qui est fort centré sur ces questions de l'habitat autonome pour pouvoir construire une autre organisation des choses, pour produire le logement et peut-être plus le produire, mais l'habiter comme vous le dites. Et comment vous le positionnez par rapport aux autres auteurs? Voilà, en gros, quelques questions comme ça qui me viennent à l'esprit. Alors, oui, alors John Turner, c'est un auteur évidemment qu'on ne peut pas laisser de côté. Vous avez raison de le mentionner. Donc, je précise qu'il est né en 1927 en Angleterre, qu'il a en 1949 préparé la réédition de Cities in Evolution de Patrick Geddes, qui est son premier maître à penser, à qui il emprunte du reste un certain nombre d'éléments d'analyse, comme le Regional Survey, par exemple. Et puis, le tableau un peu leplézien entre peuple, milieu, enfin pour aller très très vite, et travail, quoi. Et donc, il va rencontrer Colin Ward, qui est un anarchiste anglais très important, qui lui permettra de rencontrer un autre anarchiste italien qui s'appelle Giancarlo De Carlo, qui est un architecte. Et ceci, lui qui est architecte, va l'amener à mettre en question le rôle de l'architecte comme le seul créateur de l'habitation et du logement et de la ville. Et donc, il va pour mieux inscrire ses convictions dans son métier, aller l'exercer au Pérou. Je ne rentre pas dans le détail parce que je serais trop long. Il a rencontré aussi plusieurs architectes péruviens et mexicains via Giancarlo De Carlo, hein. Donc, qui était dans le team 10, hein, c'est-à-dire la partie un peu contestataire, pardon, des SIAM, hein, l'avant-dernier au dernier SIAM. Bon, donc là, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est pour dire que voilà, il y a tout un environnement de relations personnelles qui font qu'ils se retrouvent, on est dans les années 60, tout début des années 60, ils se retrouvent en Amérique latine. Et là, évidemment, ils travaillent dans les bidonvilles.
Et il découvre effectivement qu'il y a un savoir-faire qu'il ne va pas idéaliser non plus, parce qu'il y a aussi des bidonvillois qui ne savent pas construire leur maison, qui vivent dans quelque chose qui est absolument désastreux, un abri même pas étanche. Et donc, mais il va constater aussi que d'autres sont capables de se prendre en main et de partager leur savoir-faire, vernaculaire du coup, et puis de bâtir leur demeure sur un terrain qui est squatté, etc., etc. Donc à ce moment-là, il va être repéré par les Nations Unies et il va travailler avec eux. Et en particulier, il va contribuer à Habitat 1, qui est la première rencontre des Nations Unies consacrée à l'habitation du plus grand nombre, en 1976 à Vancouver. Et là, un des penseurs les plus marquants de cet événement est Ivan Illich. Et donc, une amitié va se lier entre eux, et à plusieurs reprises, John Turner viendra donner des conférences, participer à des débats au CIDOC, à Cuernavaca, le lieu de diffusion des idées d'Illich à l'échelle mondiale. Et en particulier, il sera très très lié à un autre architecte suisse qui s'est installé à Cuernavaca, qui s'appelle Jean Robert. Et tous les deux vont écrire plusieurs textes ensemble. Donc effectivement, son grand livre, c'est Le logement et votre affaire, qui en français est publié dans une collection dirigée par Jean-Pierre Dupuis, qui à l'époque était très très lié à Ivan Illich, pour montrer que tout ça se tient, bien évidemment, et que ce John Turner met en avant la notion d'autonomie contre celle d'hétéronomie qu'il emprunte évidemment à Illich. Donc vous avez absolument raison, j'aurais dû accorder plus de place à John Turner. J'avais la velléité d'aller le rencontrer, mais je ne sais pas trop, enfin je n'ai pas son adresse et je ne sais pas trop non plus dans quel état il se trouve, étant relativement âgé quand même. Voilà. Mais alors, je lisais récemment un texte de lui où il expliquait sa dette vis-à-vis de Patrick Guedes. Et ça, par contre, j'ai jamais discuté avec Illich de Guedes, donc je peux pas, j'ai pas d'éclairage à apporter malheureusement. Merci Thierry pour ta réponse. Et du coup, je propose de prendre une autre question. Je me tourne vers l'Assemblée. Ok, bah du coup, je vais tenter la mienne et je m'excuse déjà Thierry parce que je ne suis pas persuadé que je vais réussir à être très clair en fait. Mais donc j'ai trouvé ça passionnant et notamment quand tu montres comment le terme habitat en particulier est issu du domaine de la botanique et notamment de l'éthologie. Et donc je me demandais, c'est des questions sans doute très naïves, voire un peu bêtes, mais tu n'as pas parlé de milieu. Et il me semblait que cette idée de milieu, elle pouvait justement être liée à ça, cette question de l'habitat. Et alors, ça c'est une première remarque. Une deuxième, c'est tu n'as pas non plus parlé de co-construction. Et pourtant, à plein de moments, j'ai eu envie de dire que quand tu parlais d'habiter, etc., d'habitat, l'idée de co-construction, elle était plus ou moins là, notamment quand tu fais la critique du productivisme, etc. Il me semble que c'est quoi le problème du productivisme? C'est que ça détruit en fait justement le rapport de co-construction qu'on a avec un milieu, au sens où ça le lisse. Et pour le dire platement, plutôt que de cuisiner, que de travailler, que d'aller dans son jardin faire ceci, faire cela, tout est donné, tout fait. Et donc, il n'y a plus justement ce rapport de co-construction. Alors, à partir de ces deux premières remarques, donc l'idée d'habiter en botanique, donc, qui serait liée à celle de milieu, puis l'idée de co-construction, bah, j'en avais deux autres. La première, ce serait de dire, donc co-construction, ça veut dire transformation réciproque hein, du lieu et de celui qui l'habite, évidemment. Le premier, c'est la question de la singularité, et ça, je trouve ça assez génial, parce que ce qu'il y a de passionnant avec les éthologues aujourd'hui, enfin après Vinciane Després n'est pas vraiment éthologue, ou des gens comme Baptiste Morisot, c'est qu'ils montrent comment les animaux aussi, en fait, habitent leur milieu, au sens où ils le transforment et sont transformés par lui. Donc ça, c'était le premier truc que je trouvais génial. Et ce qu'ils font, qu'ils disent, on ne peut pas parler d'espèces, par exemple, c'est des groupes d'animaux dans un lieu particulier. Donc pour l'homme, qu'est-ce qu'il en est? Singularité aussi. Première remarque. Et puis la deuxième, c'était sur, et moi j'adore ça, même si c'est un peu polémique, mais c'est en tirant un peu le trait, en allant jusqu'au bout, la question du rôle de l'architecte
Si en tout cas on lit habitat, milieu, co-construction, et le terme co-construction, dans ce cas-là, il pèse, la question du rôle de l'architecte, elle devient extrêmement problématique en fait. Puisque d'une certaine manière, alors tu l'as pas dit comme ça, mais j'ai l'impression qu'on pouvait presque le tirer. Ça veut dire qu'il y a une compétence à un moment donné, alors c'est pas construire au sens plat, hein, mais je veux dire d'édifier sa demeure, etc., de la travailler, qui pour le coup est pas confisquée, mais qui pourrait presque. Donc comment est-ce qu'on repense le rôle de l'architecte à partir de tout ce que tu as dit, quoi? C'est une question un peu trop vaste, hein, je m'excuse. La dernière, elle est vraiment, elle est terrible. Je n'aurais pas dû la poser. Non, non, mais je vais essayer de répondre aux différentes questions qui sont dans ta question. Ouais, et je Le- m'excuse si j'étais un peu à côté. Mais... Sur le milieu, effectivement, dans les textes de Heidegger, il n'y a pas de référence géographique à cette notion qui, en français, est popularisée par Vidal de Lablache. Donc, celui qu'on présente comme le créateur de la géographie, j'ajoute universitaire, parce que un peu avant lui, et à un moment donné en même temps, il y a Élisée Reclus, qui lui n'est pas universitaire, qui est un ancien communard, comme vous le savez, qui est un libertaire, et qui est aussi un géographe majeur, et en particulier pour un recueil, enfin pour un ensemble d'articles publiés dans la Revue des Deux Mondes, qui s'intitule Le sentiment de la nature. Ça a été regroupé en un volume aujourd'hui, et c'est un livre excessivement important. Et de la même manière, il a écrit pour les enfants une histoire de la montagne, une histoire du ruisseau, qui sont des textes qui vont enchanter Patrick Guédès, qui était très très lié à Élisée Reclus. Vous voyez, donc là encore, vous voyez, les liens se font. Hein. Quand je disais Guédès, jeune tourneur, bon, ben, par Guédès, jeune tourneur, forcément a lu sans le savoir, peut-être, du Élisée Reclus. Et donc, Reclus a plus une approche qu'on dirait aujourd'hui environnementale que celle du milieu, au sens des géographes. Alors, cela étant dit, Heidegger a aussi lu un éthologue très important en Allemagne, et pas seulement en Allemagne, qui est von Uskul. C'est un auteur qui a été le directeur du zoo de Berlin pendant très longtemps et qui a écrit plusieurs ouvrages sur les mondes des animaux, en particulier tout un travail sur la tique qui a été très popularisé. Et donc, Heidegger va consacrer son cours de 1929 sur justement le monde des animaux et le monde des humains. Et là, il aura une formule qu'on continue à lui reprocher, évidemment, vous allez comprendre pourquoi, quand il va dire, voilà, il va affirmer que les animaux sont pauvres en monde. Il dira, voilà, le papillon n'a que son monde, la girafe a le sien, l'éléphant aussi, donc ils sont pauvres en monde parce que nous, les humains, on est capable de connaître leur propre monde à toutes ces espèces, je mets espèces entre guillemets maintenant que tu as contesté le terme, et donc là, évidemment, on lui reproche, et à juste titre, mais d'une part, en 1929, c'était déjà pas mal de faire un cours sur le vivant, je trouve, et d'autre part, évidemment, il n'a pas assez approfondi parce qu'il n'a pas été voir non plus comment la philosophie, depuis les Grecs, qu'il affectionnait tant et qu'il traduisait du grec directement en allemand, s'était préoccupé du monde animal. Parce que là aussi, il suffit de relire Aristote pour voir à quel point les animaux sont présents. Donc, cette notion de milieu, tu as raison, elle n'est pas chez Heidegger, elle n'est pas reprise du tout chez Henri Lefebvre, par exemple, ou chez Charbonneau, que tu connais très bien. Donc, du coup, je ne l'ai pas mise dans mon exposé d'aujourd'hui. Par contre, dans mon livre, j'évoque à plusieurs reprises, évidemment, l'écoumène et puis les travaux d'Augustin Berck, et en particulier sa traduction du livre de 1935 de Watsushi, qui s'appelle Fudo. Et Fudo, c'est précisément milieu. Bon, alors là, à partir de cette notion-là, Augustin Berck invente celle de médiance. Je n'ai pas le temps, évidemment, de rentrer dans tous ces débats-là, mais ce sont des notions très, très importantes. Il faut être très attentif à la mésologie. La mésologie, pour Augustin Berck, c'est l'étude des milieux, mais des milieux pas au sens de Vidal de Lablache, évidemment, au sens de Berck. Donc, je réponds indirectement à ta question, parce qu'il faudrait un autre exposé. La notion de milieu, moi je l'ai développée pas mal dans Désastres urbains,
avec, pardon, avec Ernest Renan, parce qu'il analyse, la littérature de son temps à partir du milieu, du moment et de la race. Donc c'était une trilogie comme ça qui allait ensemble. Et le mot milieu était plus ouvert que le milieu géographique. Évidemment, c'était aussi le milieu social et le milieu génétique, j'allais dire, l'héritage qu'on avait, et qui a été magnifiquement analysé par un des rares romanciers qui se préoccupe de l'assemblage de ces différents milieux, qui est Émile Zola, évidemment. Émile Zola analyse les Rougon-Macquart, donc toute la généalogie des différentes familles qu'il met en scène dans les 20 ouvrages des Rougon-Macquart, et les analyse en termes à la fois d'évolution, au sens darwiniste du terme, mais en même temps, donc d'évolution des milieux, mais en même temps des héritages génétiques. C'est-à-dire que Nana, par exemple, la fille de Gervaise, eh bien, sera alcoolique comme sa mère, voilà, une chose comme ça. Donc on voit bien comment, là, il y a l'appréhension du milieu dans toutes ses dimensions, j'allais dire, pas seulement milieu au sens géographique du terme. Alors maintenant, la deuxième question que tu soulèves, qui est très très importante, c'est celle des... Est-ce que les animaux habitent? Alors ça, c'est une question... Oui, c'était sur l'idée de co-construction aussi, mais après... Je vais y arriver. Je te laisse répondre, pardon. Non, je voulais simplement parler des animaux parce que c'est une... Là, je ne suis pas du tout compétent. Et donc, dans le numéro de Télérama qui vient de sortir, je dialogue avec Vinciane Després, justement, sur la place de la nature et des animaux en ville. Bon, bah, évidemment, on n'a pas du tout le même discours parce qu'on ne vient pas du même endroit, même si on partage la même conviction que le vivant est non seulement indispensable pour les humains, mais il est constitutif même de l'humanité, de l'humain. Donc, j'ai appris ce matin, par exemple, que les araignées communiquaient entre elles par des ondes que les humains ne percevaient pas. Et que, par contre, la diffusion d'ondes par les lignes de haute tension et puis maintenant par la téléphonie qui se généralise sur tous les territoires, vient perturber la communication entre les araignées. Donc on voit bien comment, là encore, les activités humaines interviennent sur le milieu, si tu veux prendre ce terme, ou sur le monde des animaux. Et c'est pareil pour le monde des plantes. Bon, donc là, vraisemblablement, je crois qu'il faudrait inventer un autre terme. Parce que habiter, ou alors il faudrait que je réécrive entièrement mon exposé, parce que quand même je laisse entendre un peu, mais c'est peut-être une limite de mes travaux, c'est que habiter, et je redisais ça, est le propre de l'humain. C'est-à-dire que, parce que être présent au monde et à autrui n'est peut-être pas quelque chose d'envisageable pour une fourmi ou pour un pissenlit. Bon, voilà, donc c'est des questions qui sont ouvertes. Alors la coproduction, tu l'ouvres justement pas seulement la coproduction entre humains, mais la coproduction entre humains et vivants. Là, je te suis totalement, bien évidemment. Pourquoi? Parce que il y a cette notion de chaîne alimentaire qui montre bien l'interdépendance entre tous les êtres vivants, qu'ils soient humains ou non humains. Et donc là, je me suis aperçu que avant les travaux de Vinciane Després ou de Jean-Baptiste Morisot et d'autres, qui avaient des auteurs américains qui avaient déjà perçu ça, mais qui ne l'avaient pas théorisé de la même manière. Je pense à Emerson, à Thoreau, et puis surtout à George Perkins Marsh. Donc j'ai écrit un livre sur tous ces auteurs-là, qui s'appelle L'Amérique verte, portrait d'amoureux de la nature, qui malheureusement est sorti au deuxième confinement, donc il n'a pas eu une très grande audience. Mais moi, j'étais très content de l'écrire parce que j'ai appris plein de choses. En particulier, ce George Perkins Marsh, qui est un grand lecteur de Humboldt. Humboldt, c'est quand même un personnage fondateur de l'écologie, hein,
bien sûr. Bon, il lit Humboldt, et puis il est Humboldt qui est un des premiers en 1800 à écrire Génération future. On croit que c'est un terme d'aujourd'hui, oui. Non, non, 1800, mais qui l'avait lu et qui s'en souvient. Donc c'est une question. Donc Humboldt est un type important. Il va aiguiser la curiosité de George Perkins Marsh, qui est un personnage, je n'ai pas le temps de raconter sa vie, mais qui est incroyable, et qui publie en 1864, c'est-à-dire 2 ans avant que Ernst Haeckel forge le terme en allemand, le terme, à partir du grec, le terme écologie, en le définissant très justement comme justement l'interrelation entre les éléments constitutifs d'un même ensemble, eh bien, George Perkins Marsh, lui, dans Man on Nature, explique à quel point les activités humaines détraquent, perturbent, saccagent même les milieux propices à tout le monde vivant, et en particulier, évidemment, il prend comme exemple la vallée, il prend comme exemple le lac, il prend comme exemple la forêt surtout, parce qu'on est aux États-Unis, c'est la conquête de l'Ouest, le chemin de fer réclame évidemment des traverses pour établir ces voies ferrées. Les pionniers, évidemment, créent des villages, tout est construit en bois. Donc il y a une déforestation des États-Unis qui est terrible, et lui, évidemment, alerte le président de la République, alerte les pouvoirs publics pour dire attention, on ne peut pas laisser faire ça, c'est terrible, parce qu'une forêt est bien plus qu'une collection d'arbres, c'est un écosystème d'écosystèmes où tout est solidaire. Donc ton idée de co-construction, moi, elle me plaît beaucoup parce qu'elle nous oblige à repenser les espèces vivantes, les êtres vivants, comme n'étant pas en guerre les unes avec les autres, en rivalité et en compétition pour pouvoir que le meilleur gagne, enfin que la loi de la jungle, mais que les êtres vivants sont sur la même terre pour coopérer entre eux. C'est la coopération qui l'emporte. Et ça, c'est un point important. Et c'est aussi un autre anarchiste au tournant du 19e et 20e siècle, Piotr Kropotkin, qui va écrire L'Entraide. Et dans ce livre, L'Entraide, c'est pas simplement une argumentation libertaire qu'il met en avant, c'est qu'il commence à repérer dans le monde animal des formes de solidarité. Alors ça, c'est très important parce que du coup, il dit c'est la complémentarité qui doit l'emporter sur la compétition. Donc là, la co-construction, elle est la co-construction, pas seulement des humains, là je te rejoins tout à fait, mais des humains avec le monde vivant et réciproquement. Ce qui pose évidemment d'énormes questions. La question des animaux sauvages, le loup, l'ours, la question des animaux considérés par les lois qui sont différentes d'un pays à l'autre comme étant nuisibles. Et on constate historiquement que les animaux nuisibles d'aujourd'hui ne l'étaient pas il y a 50 ans ou 100 ans. Donc ça pose cette question-là. Donc ça nous oblige aussi à réfléchir à nouveau sur des termes qui sont intraduisibles d'une certaine manière, comme wilderness par exemple, c'est-à-dire la question de la sauvageté. Le terme français existe dans la sauvageté, qui n'est pas la sauvagerie précisément. Donc le sauvage n'est pas forcément un sauvage méchant, un sauvage qui va nous agresser, qui va être en guerre contre nous. Non, non, la sauvageté, elle existe aussi en chacun de nous. Enfin, j'espère. C'est même un conseil de Henri David Thoreau, c'est de dire il nous faut cultiver la sauvageté qui est en nous. Et du reste, dans le langage parlé ordinaire, des gens de Concorde prenaient ce type qui s'est isolé modérément pendant 2 ans dans une cabane à Walden, dans un bois prêté par Emerson. Il dit oui, c'est un sauvage celui-là. Et sauvage parce qu'il est solitaire, tout simplement. C'est un homme des bois. Bon. Eh bien, aujourd'hui, dans notre société urbanisée, à l'échelle planétaire, est-ce qu'on a cette capacité d'être son propre architecte, c'est-à-dire de construire sa propre maison, d'une part, et est-ce qu'on a cette capacité à se replier sur ses propres espaces solitairement? On voit que c'est de plus en plus impossible. Ivan Illich
qui travaille donc sur la notion, à un moment donné, d'habitation, d'autoconstruction, pas de co-construction, d'autoconstruction. Il constate, il donne des chiffres, je cite de mémoire, il donne des chiffres, voilà, encore en 1950, 80% des maisons aux États-Unis étaient construites par leurs propriétaires en bois. Ça, c'est encore vrai, hein, les maisons sont surtout encore en bois. Mais ils font appel à des menuisiers, à des charpentiers, à un architecte, etc. Donc là, il y a bien eu, à un moment donné, un glissement qui est dû à la division technique du travail à l'échelle de la société, et puis qui est dû à ce que je disais tout à l'heure, au fait qu'il y a des professions mutilantes, Illich les appelle comme ça, qui viennent s'occuper d'affaires personnelles des gens qui, du coup, en sont dépossédés. Et qui désapprennent, bien sûr, évidemment. D'où ta question très pertinente, quid de l'architecte aujourd'hui? Soit, effectivement, et je le sens, je le vois très bien dans des tas de mouvements, en particulier de collectifs de jeunes architectes, enfin, de jeunes, à force, ils le sont un peu moins, qui a 10 ou 15 ans, mais qui, justement, remettent en question une certaine image, un certain statut social de l'architecte, en disant que l'architecte doit être un accompagnateur qui a ses compétences propres dans l'art de bâtir, mais il doit être l'accompagnateur de ceux qui veulent justement co-construire leur propre habitation. Alors, il y a des gens, on parlait de John Turner tout à l'heure, on peut y associer Yona Friedman, par exemple, qui pensait aussi, alors lui, il allait plus fort, il pensait que l'architecte n'avait plus de raison d'être. Enfin, il fallait qu'il se fonde, il devait écrire des manuels, des manuels, comment on dirait aujourd'hui, des manuels d'architecture pour les nuls, quoi. Comment construire vous-même votre maison par vous-même. Mais vous avez aussi, en Belgique, Lucien Crawl, qui apprenait aussi du vernaculaire, de l'habitat populaire, de l'habitat spontané, pour voir comment ça pouvait permettre à des gens ayant peu de moyens non pas seulement de construire leur maison, mais de se construire en construisant leur maison. Voilà, ça c'est une. Donc moi je crois que tous les métiers, dont celui d'architecte, mais c'est pareil pour le paysagiste, tous les métiers, et je pense même tous les êtres humains, devraient cultiver ce que philosophiquement j'appelle la disposition à la disponibilité. Et je vois évidemment que c'est pas facile, bien sûr. Bah, merci pour ta réponse complète et qui me satisfait vraiment pleinement. Et donc je propose en fait, parce que malheureusement le temps passe, de prendre éventuellement une dernière question, mais elle doit vraiment être rapide. Sinon, alors s'il n'y a pas de questions, je propose qu'on remercie encore une fois Thierry Pacaud pour son intervention passionnante, de s'être prêté ensuite au jeu des questions, des échanges, du débat. Et donc, je rappelle à tout le monde la conférence de la semaine prochaine, donc jeudi, même heure, qui s'intitule « De la topophilie », dans laquelle Thierry va nous parler donc, de l'amitié pour le lieu. Alors malheureusement, on ne peut pas applaudir, mais je suis persuadé que tout le monde est très content de t'avoir écouté. On ne peut pas les voir non plus, mais donc je me charge de le faire au nom de tous, et je pense que les gens seront... Ah ben voilà, Lydia qui applaudit. Donc un tout grand merci Thierry, et d'ores et déjà, du coup, à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir Entendu, été là. À bientôt. À bientôt, au revoir.